Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Amicalement Vôtre. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui intéresse énormément les Marseillais, qui intéresse les urbanistes, les aménageurs, c'est le logement. Le logement au travers les copropriétaires et les propriétaires. Et sur ce plateau, j'ai deux personnes qui connaissent très très bien ce sujet. Antoine Majot, parce qu'il est agent immobilier, qui fait les transactions, on peut dire toutes les semaines, quasiment, de vente, achat. Et il est très important de savoir si ça continue à avoir des actions sur Marseille. On critique beaucoup Marseille, mais je crois que c'est plutôt à la mode Marseille dans ce domaine. Effectivement, c'est bien je ça. Je ne vous le fais pas dire, Robert Assad. Voilà. Et donc, à ma droite, et donc, oui, c'est ça. Et on a Madame Maître Catherine Blantardi. Ex-maître, bon. Mais on est toujours avocat, c'est comme quand on est médecin, on le reste tout le temps. Mais qui est présidente d'une association de défense des propriétaires et des copropriétaires. Tout à fait. Mais pourquoi, Madame Blantardi, les copropriétaires et les propriétaires ont besoin d'être défendus? Ça va si mal que ça pour les propriétaires? Oui, alors ça allait beaucoup moins mal à l'époque, puisque nous sommes une association qui existe depuis 1982. Mais c'est vrai que l'information... ça veut dire que c'est monté en puissance depuis 1982? Oui, enfin, c'est monté en puissance. Ça a été... je veux dire, la justification est beaucoup plus actuelle, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens payent moins les loyers. Certains indélicats squattent des appartements. Alors c'est vrai que c'était une chose qui existait beaucoup moins auparavant. Et puis la réglementation s'est aggravée dans la mesure où, par exemple, avant, vous délivriez un commandement, il fallait attendre 1 mois pour saisir le tribunal. Maintenant, c'est 2 mois. Donc, quand vous saisissez le tribunal, ça fait 4 mois qui sont dus. Et bon, si c'est contradictoire, il y a une procédure qui va durer 1 an ou 2. Ça veut dire que le législateur a renforcé les pouvoirs du locataire au détriment des propriétaires? A adouci, finalement, c'est ce qui se passe, la réglementation. C'est-à-dire que maintenant, oui, il y a plus de délais. Puis maintenant, on saisit la CAPEX. Et les choses sont beaucoup plus lentes que ce qu'elles ne pouvaient être auparavant. C'est vrai. Mais alors, avec ce premier constat, y a-t-il encore des gens qui veulent devenir propriétaires? Y a-t-il encore des transactions? Mais c'est uniquement ceux qui viennent acheter les maisons sur la corniche à 700, 800 000, 1 million d'euros. Eh bien, justement, Robert Assad, c'est pas si facile. Il y a encore un marché à Marseille qui se porte très bien. Alors certes, il y a énormément de problèmes dans le centre-ville, effectivement, avec les copropriétés dégradées, avec les squats. Mais on est quand même... Mais sur la question, y a-t-il toujours des gens qui veulent devenir propriétaires? Oui, il y a toujours des gens qui veulent devenir propriétaires. Il faut savoir que les gens qui veulent devenir propriétaires, la plupart du temps, ne sont pas de Marseille. Ce sont des gens venus d'ailleurs, des gens qui veulent investir à Marseille. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte qui était relativement favorable, puisque effectivement, on avait des banques jusqu'au milieu de l'année dernière qui prêtaient à des taux dérisoires, voire nuls. Et puis, il faut savoir qu'on avait aussi une épargne qui ne rapportait rien. Donc, le meilleur placement étant l'immobilier, surtout dans une ville comme Marseille, où le niveau de prix, c'est quand même par rapport aux autres grandes villes de France, le niveau de prix a toujours été maintenu. Un niveau relativement bas. On pouvait devenir propriétaire aisément d'un petit 2 pièces en plein cœur du centre-ville pour à peine 100 000 euros. Il n'y a qu'à Marseille, seule station balnéaire de France, où on peut voir ça. Mais ce que vous faites comme transaction, c'est un fort investissement ou c'est plutôt des investissements de 100, 200, 250 000 euros? Ce sont des investissements qui ont vocation tout simplement la plupart du temps à remplacer l'épargne. Donc des investissements avec des montants relativement faibles. Après, il faut savoir que tous les biens d'un certain montant, notamment à partir de 200 000 euros, ont plutôt vocation à être vendus à des propriétaires occupants ou des résidences secondaires pour les gens les plus aisés, bien entendu. D'accord. Mais finalement, les gens ont toujours envie d'être propriétaires et d'investir dans la pierre. Et c'est grâce finalement à votre association parce qu'ils se sentent encouragés, défendus.
Ouais, enfin, moi, je dirais pas les choses comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que qui est le propriétaire aujourd'hui, hein? C'est effectivement soit des gens qui ont le souhait à la retraite de venir habiter à Marseille parce qu'il y a le soleil et que la qualité de vie est agréable, soit c'est des gens qui veulent investir parce qu'effectivement, jusqu'à présent, c'était un bon moyen d'épargner et surtout, enfin, nous, c'est la plupart de nos adhérents, c'est pas des riches capitalistes, hein, c'est des gens qui ont investi dans l'immobilier pour avoir un complément de retraite puisque bon, les retraites de chacun ne sont pas forcément Oui, très... et Voilà. dans la période actuelle, Donc il y a beaucoup d'artisans, beaucoup... Les retraites pour demain sont encore beaucoup plus compliquées et ça Voilà. à davantage. Le problème... D'autant que les taux pour l'immobilier sont passés à 3, 3,5, 3,8. Ça monte. Le problème, c'est que lorsque vous investissez dans l'immobilier, il faut savoir que voilà, est-ce que l'intérêt aujourd'hui, c'est d'investir dans l'immobilier? Parce qu'il y a tellement d'embûches, de choses se trappent, que la question se pose. Alors, il dit oui. Oui, oui, mais bon, quand vous avez un certain âge, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec des problèmes avec des locataires. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a non seulement les problèmes avec les locataires, mais il faut aussi... Enfin, la partie de confier sa gestion à un agent immobilier, c'est pas aussi sans tracas. Parce que, voilà, ça ne se passe pas toujours bien aussi. Donc, c'est vrai que c'est la justification de notre association, mais c'est... Voilà. Donc, bon... On va revenir sur les copropriétaires parce que je connais quelques résidences de copropriétaires qui rencontrent aujourd'hui des difficultés. Mais ça, deuxième temps. Oui, donc il y a des gens qui achètent pour vivre à Marseille. Oui. Pour vivre dans leur appartement. C'est pas que des placements. Alors, les gens qui achètent pour vivre, comme j'ai des propriétaires occupants, en général, ils viennent pas de Marseille. Au jour d'aujourd'hui... Il y a peu de transactions entre Marseillais. Les Marseillais fuient leur ville. Ils veulent à tout prix aller s'installer ailleurs. Les Marseillais aujourd'hui, on va dire le couple moyen... Pourquoi selon vous, selon les contacts que vous avez eus avec eux le cadre de vie, tout simplement, qui s'est dégradé. Alors certains vous disent la circulation, d'autres vous disent la saleté, d'autres vous disent l'insécurité. Voilà, c'est un tout en fait. Et ils n'aiment plus, ils ne se sentent plus en phase avec leur ville. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'attractivité de cette ville pour les Marseillais eux-mêmes? Oui, tout à fait. Ah, clairement. Les Marseillais eux-mêmes revendent la plupart du temps leur résidence principale, lorsque, évidemment, ce n'est pas un bien à vocation d'investissement, pour justement s'en servir de capital pour aller rajouter un emprunt et aller vivre dans un endroit en périphérie, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça, le matin, qu'on voit... autant de voitures, autant de circulation. Partagez ce sentiment de... Oui, c'est exact. Bon, après, il y a certains quartiers qui sont... plus prisés, où les gens demeurent, je parlerai du 8e, du 7e, enfin globalement. Mais c'est vrai qu'il y a certains quartiers où il y a une désaffection. Je suis pas sûr de ça, parce que quand vous allez sur le 12e arrondissement et que vous allez sur certains... Oui, le 12e aussi en fait partie. Non, parce qu'il y a certains endroits où vous avez des résidences qui se sont paupérisées et où les propriétaires n'arrivent plus à payer les charges de leur immeuble. Et on voit qu'il y a des transactions qui se font. Mais il y a aussi le fait que certains ne peuvent pas quitter le logement, ils n'ont pas les retraites, les revenus nécessaires. Oui. Et donc, quand vous voyez ensuite ces copropriétés se dégrader, on a l'impression que ça devient des logements sociaux tellement c'est mal entretenu. Et c'est sur le 12e arrondissement, sur le 11e arrondissement. Il suffit qu'il y ait beaucoup de locataires, de propriétaires. Non. Je parle de propriétaires occupants. Les résidences où il y a beaucoup de locataires, les propriétaires sont beaucoup plus observants et elles sont beaucoup mieux entretenues que des résidences où, par exemple, il y a des investissements dans le cadre des lois Pinel, Célier, enfin les lois fiscales qui ont existé, où il y a beaucoup d'occupants qui ne restent pas forcément longtemps et puis aussi qui ont, bon, c'est pas eux, pour eux, dans l'idée, ils respectent moins les lieux, souvent. Voilà. Ouais. Quand c'est des résidences de propriétaires, ils sont sur place, ils voient ce qui se passe, etc. C'est pas l'exemple que j'ai pris, parce que si vous prenez, regardez la plus emblématique de Marseille, qui est la plus critiquable, c'est Bellevue. C'était que des copropriétaires qui habitaient, ils n'entretenaient pas leurs biens. Ça s'est dégradé, c'est devenu pire que... Oui, mais ce qui s'est passé à Bellevue, c'est que les gens de Bellevue, les gens qui étaient beaucoup des rapatriés d'Afrique du Nord, comme Madame Cordier,
c'est des gens qui ont quitté les lieux parce que des fois, ils ont acheté une maison à l'extérieur, ils ont voulu une maison individuelle, donc se sont retrouvés... Ils l'ont pas vendu. Nous, on a des adhérents de la copropriété Bellevue, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes de voisinage. Et dans une copropriété, quand ça se dégrade, c'est vrai que là interviennent des fois les marchands de sommeil dont on a parlé, mais qui ne sont pas la règle s'agissant des propriétaires, parce que on parle toujours des propriétaires, c'est presque toujours, soi-disant, des marchands de sommeil. Alors, il y a des propriétaires, les propriétaires en général sont des gens bienveillants globalement avec leurs locataires, et quand ils ne le sont pas... 90% des propriétaires, ce sont des gens très bien. Donc ce qui s'est passé dans Bellevue, c'est que... aussi sur le 11e arrondissement, je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà, la valeur locative a diminué énormément parce que le quartier s'est extrêmement dégradé. Les travaux de réparation n'ont pas été faits, et puis c'est vrai qu'il y a un impayé très important. Et en fait, donc, on ne peut pas se lancer dans des travaux terribles. Et puis, c'est revendu à bas prix. Et voilà. Et il y a paupérisation au fur et à mesure des transactions. Voilà. Mais même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, 90 voire 95% des propriétaires sont des gens qui sont très bien et qui ne doivent pas être associés à des marchands de sommeil, je pense qu'on peut dire que les marchands de sommeil, notamment dans le centre-ville, ça existe. Oui, ça existe. Ils étaient... vous savez, ils étaient favorisés par plusieurs choses aussi, par un contexte législatif qui, quelquefois, quand le loyer est directement versé au propriétaire, justement par la CAF, ça aussi, c'est quelque chose qui contribue à participer à ce genre de phénomène, selon moi. Et puis, vous avez aussi, comme je vous ai dit, les taux d'intérêt très bas qui, quelquefois, étaient à peine, voire même inférieurs à la... Alors, c'est une bonne chose que les taux d'intérêt montent ? Alors, c'est pas que c'est une bonne chose, mais justement, ça va peut-être favoriser plus les biens d'occupation au détriment des biens d'investissement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu certains cas... Ce qui serait donc, selon vous, et que vous avez l'air de partager, une bonne chose. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le premier arrondissement, j'ai envie de citer, parce que pour moi, c'est le premier arrondissement cristallise tous les problèmes urbanistiques et de logement à Marseille. Et quand je vais sur le 8e, on me dit que c'est le 8e. Quand je vais sur le 13e, on me dit que c'est le 13e. Quand je vais sur le 11e, chacun me dit dans son arrondissement, il cristallise tous les problèmes. Mais sur le premier arrondissement, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a on a des logements qui se juxtaposent. Vous avez soit les squats avec les squats ou les logements insalubres, les locataires qui ne payent pas le loyer. Les locataires qui ne payent pas le loyer, les logements à problème, appelons-les comme ça. Et de l'autre côté, vous avez, pour les immeubles qui tiennent debout, parce qu'aujourd'hui, on parle d'immeubles qui tiennent debout dans le centre-ville, vous avez les logements Airbnb. Et donc, en fait, ce sont tout simplement des activités commerciales qui sont déguisées en activités immobilières. Puisque, de toute façon, le taux de rentabilité explose avec le Airbnb. Il y en a certains qui arrivent en l'espace d'un mois à couvrir 2 fois la mensualité qu'ils ont empruntée à la banque. Puis vous n'avez pas des problèmes d'impayés avec des locataires que vous ne pouvez pas expulser aussi. Oui, c'est vrai. Mais finalement, je reviens à ma question de base, même si c'était tout à fait intéressant. On a encore envie d'être propriétaire quand on voit que le gouvernement est encore en train de changer les lois, en train de dire qu'il faut rénover, vous ne pourrez plus louer, vous ne pourrez plus vivre dans les logements s'ils ne sont pas aux normes A, B, C, je ne sais pas quoi. Oui, ça c'est la loi climat d'août 2021. Oui, c'est des charges qui sont sur les propriétaires, ça. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai qu'il faut se préparer, essayer de combattre le réchauffement climatique et de trouver des solutions parce que l'énergie revient plus cher, etc. Mais vous pensez que c'est que les copropriétaires qui doivent le supporter ? Parce que si on regarde tous les bâtiments d'État... il y a des aides, je ne suis pas encore tout à fait au fait de... Les bâtiments d'État, et je vois arriver aux 2000 à 3000 logements et appartements qui appartiennent à la ville de Marseille, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes pour les mettre mais vous savez, l'État, il donne toujours des prescriptions, mais il ne les respecte pas forcément, ça c'est clair. L'État, le gouvernement dit « faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je ne fais pas ». Souvent, dans différentes matières, je l'ai constaté à mon âge. Voilà, non mais le problème, c'est qu'on a besoin de logements en France. Et ça, l'État, on est d'accord, par exemple, dans une instance qui s'appelle le Comité régional de l'habitat, on ne cesse de marteler du fait qu'on ne peut pas loger tout le monde. Et les offices publics d'HLM ne peuvent pas non plus loger tout le monde. Donc le premier bailleur privé, il faut savoir que c'est le propriétaire privé. Donc l'État a aussi la nécessité de ne pas taper trop sur les propriétaires. Le souci, c'est que
voilà, c'est que la réglementation récemment, enfin, ou toutes ces dernières années, depuis la loi... C'est très important ce que vous venez de dire là. C'est peut-être le point majeur, c'est qu'en France, et à Marseille en particulier, on ne parle que du logement social. On en a besoin, il faut qu'il soit en bon état, il faut raser ce qui est en mauvais état et reconstruire, mais s'il n'y a plus de propriétaires qui louent leurs appartements, leurs maisons, il y a un effondrement complet. Il n'y a plus de logement. Il n'y a plus de logement, on ne peut plus à ce moment-là habiter, se loger, et là où ça devient dramatique, ça veut dire que les prix vont monter et il y aura encore moins de disponibilité. Et ça, finalement, c'est la faute des gouvernants et c'est la faute de la ville de Marseille qui délivre des permis. Parce qu'aujourd'hui, on donne 2 fois plus de permis de logements sociaux que d'accession à la propriété. Si on continue comme ça, dans quelques années, il n'y aura plus rien de location privée. Oui. Si je pouvais rajouter un mot, il y a aussi les faux permis d'accession à la propriété. Je m'explique, la défiscalisation. La défiscalisation, à la base, c'est des programmes d'habitat privé. Sauf que ce sont des logements sociaux déguisés en logements privés. C'est-à-dire qu'avec tous les différents dispositifs, il y a eu Cellier, Pinel, etc. C'est pour créer du logement. C'est pour créer du logement, mais ce sont des logements sociaux, puisque le loyer est plafonné. Les gens, ils n'investiraient pas. S'il n'y avait pas cet avantage fiscal, bien sûr, les gens n'investiraient pas là-dedans, parce qu'ils savent qu'ils s'exposent à un risque. Les gens, ils voient que c'est pas toujours évident d'avoir un locataire qui vous paie le loyer et que vous n'ayez pas de problème avec lui. Donc, j'entends ça, mais finalement, on est dans un cercle qui n'est pas vertueux, qui est vicieux. C'est-à-dire qu'on fait des lois à Pinel, comme que vous avez évoqué tous les deux, pour créer du logement. Pour créer du logement. Mais en même temps, comme on le plafonne dans le loyer, comme on met des contraintes après, les plafonnements, ils ne sont pas... non, mais quand on met des contraintes très fortes, finalement, on n'a plus sur le marché les logements. Ça n'attire pas. Ça n'attire que la défiscalisation. Voilà. On est d'accord. Et donc, le Marseillais moyen, comment il fait pour se loger à Marseille ? Alors, non, le Marseillais moyen, il peut trouver des logements à Marseille. Hors logement social. Alors, logement social, c'est une enveloppe qui... Il n'y en a pas. Non, mais le logement social, le propriétaire privé, c'est le premier bailleur social. Parce que les loyers, il ne consent pas forcément des loyers très importants. Et quand il a quelqu'un qui est là depuis 20 ans, parce que ça existe encore, souvent, il n'a même pas augmenté le loyer. Le loyer est manifestement sous-évalué parce qu'il est tellement content que la personne le paye, etc. Donc, ça, on n'en parle pas. Donc, le logement social, c'est un logement... voilà, il n'y a pas d'étiquette forcément. Après, il y a du très social où c'est du 5-8 euros le mètre carré, vous voyez, mais bon... oui, il y a du moins social qui est un peu plus voilà, élevé. donc social, c'est un loyer qui est sous-évalué. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup, même s'ils n'ont pas l'étiquette logement social. En fait, la population marseillaise souhaiterait pouvoir habiter dans des appartements comme si c'était dans une résidence privée, avec les loyers de logements sociaux. Quoi. Exactement, tout à fait. On n'arrivera pas, là. On n'y arrivera pas. Non, mais j'aimerais rajouter quelque chose pour rebondir sur ce qu'a dit Madame. Effectivement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux qui ont ces logements depuis 20 ans avec le loyer qui n'a pas bougé, ils n'ont jamais augmenté leur locataire, ils ont quand même la taxe foncière qui augmente. Oui. Et parce que la taxe foncière a explosé l'année dernière. J'ai jamais vu une augmentation pareille. Je suis né à Marseille. Je peux vous dire que c'était colossal, 14%. Vous pouvez rajouter aussi la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères qui a augmenté de 30% et que c'est les propriétaires qui payent là aussi. C'est encore les propriétaires qui payent. Qu'on soit petit propriétaire ou grand propriétaire, on a une augmentation de 30%. Moi la question qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi le problème qu'il y a avec la CAF. Vous évoquez la CAF. Mais on a demandé à Mohamed Lakila, qui est député, de poser des questions à Mme Vargon. On n'a pas eu une réponse. Il faut du ministère. Hein. C'est incroyable comme ce gouvernement répond à aucune des questions qu'on lui pose. La question, c'est que souvent, le propriétaire apprend par la CAF que le locataire n'habite plus chez lui. Parce qu'on lui dit, voilà, monsieur machin n'est plus là, depuis telle date, vous nous devez 2 mois de loyer parce qu'on vous a versé la prestation. Donc les rapports avec la CAF, c'est pas forcément toujours un fleuve tranquille. Est-ce que c'est un État dans l'État ?
Je ne sais pas si c'est un État dans l'État, mais par exemple, s'ils se plaignent de financer des locaux qui sont indécents, il faudrait par exemple qu'ils fassent la vérification des diagnostics. Parce que s'il y a des diagnostics effectués, a priori, ils ne devraient pas avoir correctement... Vous ne pensez pas que la ville a un rôle majeur à jouer en la matière sur ben, l'habitat indigne? Le problème, c'est qu'il faut avoir du personnel. Non, je ne sais pas si c'est... Au lieu de les avoir au service communication de la ville, qu'on les mette sur le terrain pour aller voir l'habitat. Et Parce que tous les jours, constats... on entend qu'il faut réduire l'habitat indigne de cette ville, mais les immeubles ne sont pas contrôlés. Et il y a des immeubles qui sont connus et reconnus, mais ils ne vont pas les contrôler parce que ceux qui résident à l'intérieur, il ne faut pas trop les déranger. Mais, Monsieur Assante, il y avait un dispositif à l'époque, pour citer un exemple, qui s'appelait Marseille Aménagement, le dispositif Malraux. Qui était un peu le bras armé foncier de la ville de Marseille. Qui a permis la rénovation de Belzunce, de tout le palier. Il faut savoir que tous ces logements ont été rénovés comme il se doit et dans les règles de l'art. Les rénovations étaient pour ainsi dire quand même de qualité, même si elles ont eu lieu il y a très longtemps. Et elles ont permis de loger des locataires à un coût modeste. Et elles ont permis justement, j'ai envie de dire, à des primo-investisseurs d'obtenir un bien immobilier de qualité en plein centre-ville, moyennant un prix dérisoire avec effectivement les travaux à leur charge. Ça, c'était un dispositif intéressant. Ouais. Et en termes de nombre, c'est beaucoup plus que ce que la mandature actuelle est en train de nous faire, avec la rénovation, je crois, de 150 immeubles sur un total de presque 80 000 à Marseille. Oui, mais finalement, là, vous avez évoqué le financement des sociétés HLM. C'est la Caisse des dépôts, c'est-à-dire c'est la Caisse d'épargne, c'est nous qui finançons. Mais si on enlève les 350 milliards d'euros sur la Caisse d'épargne pour le mettre sur la transformation énergétique de la France et enfin moderniser le parc nucléaire, que va-t-il rester pour l'investissement à la pierre ? Ah, je ne sais pas. Votre réponse à tous les deux est éloquente. Oui. Ça. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre ou inversement. Donc on se retrouve aujourd'hui à ne plus comprendre quelles sont les orientations qui sont données à force de démultiplier le en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. On fait ça, mais en même temps on fait ça, mais en même temps on fait ça, on fait ça. Mais finalement, d'un mot, comme vous avez commencé, vous terminerez. Donc d'un mot, une conclusion, là, vous avez 30 secondes pour conclure. Il n'y a pas de vision. C'est un petit peu, c'est la politique au bras levé, quoi, tout simplement. On ne pense pas Marseille d'une manière générale. On rénove une façade par-ci, un immeuble par-là. Ce sont que des effets d'annonce. On délivre un permis là et pas là, ou inversement. Ici, on va faire du privé alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Il y a c'est un secteur qui manque peut-être un peu de logements sociaux, et dans l'autre, on va faire du social alors qu'il y en a déjà à outrance. C'est l'absence de cohérence. C'est l'absence de cohérence, tout à fait. Voilà. Et quelque part, les Marseillais peuvent le reprocher à ceux qui ont la décision, localement ou nationalement. De toute façon, si les Marseillais ont déserté leur ville aujourd'hui... C'est un peu excessif. Ils n'ont pas déserté. On est toujours 870 000, donc on n'a pas déserté. Mais effectivement, il faut faire attention à ce mouvement que vous avez évoqué tout à l'heure, à juste raison. Votre conclusion ? Oui. Moi, j'aimerais qu'on ne diabolise plus le propriétaire, parce qu'il contribue largement à la fourniture de logements. Et voilà, et j'aime parce qu'on oppose tout le temps le propriétaire au locataire, et malheureusement, je trouve, et ça je leur ai fait la réflexion, que les agents immobiliers devraient davantage se saisir de la question du propriétaire et parlent plus au pouvoir public et dans les médias des problèmes rencontrés par les propriétaires, parce que ça permettrait de faire avancer les choses. Vous m'avez enlevé ma conclusion de la bouche. Je souhaiterais qu'on respecte, qu'on considère que davantage les propriétaires, une partie de l'économie à Marseille, en France, tourne autour des propriétaires. S'il n'y avait pas des gens qui voulaient devenir propriétaires, accéder à un T2, un T3, pas forcément avec vue sur mer, il y aurait toute une dynamique qui se mettrait en place. La rénovation de la ville passe aussi par des constructions qui sont financées par les acquéreurs, par les futurs propriétaires. Ça crée de l'emploi, ça crée toute une image dynamique de la ville. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on ait contribué au respect des propriétaires en leur demandant de continuer à avoir confiance à Marseille pour son devenir.
Merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans les jours prochains pour une prochaine émission Amicalement Vôtre.